C'est un grand retournement que l'on a connu l'an dernier. En France, il y a eu plus de décès que de naissances. Preuve que la France fait face à un autre mur que celui de la dette. C'est le mur de la démographie. Bonjour Antoine Fouché. Bonjour. Et bienvenue sur Radio Classique. Vous êtes l'auteur de Sortir du travail qui ne paye plus. C'est aux éditions de l'Aube. Président de Quintet Conseil. Ce retournement, c'est la fin d'une illusion. La France n'est plus aujourd'hui un pays de jeunes. Non, elle est plus un pays de jeunes. Il y a un chiffre. Alors, celui que vous avez donné, il y en a un autre quand on prend les proportions. Il y a 50 ans, il y avait 2 fois plus de Français de moins de 20 ans que de Français de plus de 60 ans. Et aujourd'hui, il y a plus de Français de plus de 60 ans que de Français de moins de 20 ans. Ça s'est fait en un demi-siècle. C'est lié à 2 choses. C'est lié au fait que, et c'est une bonne nouvelle, on vit de plus en plus longtemps, de plus en plus vieux. Et c'est lié à une deuxième chose qui est peut-être une moins bonne nouvelle, mais enfin en tout cas c'est un fait aussi, qui est qu'on fait 2 fois moins d'enfants, on fait de moins en moins d'enfants, et depuis quelques années on fait quasiment à la virgule près exactement 2 fois moins d'enfants qu'il y a 60 ans. Donc c'est 2 phénomènes conjugués qui fait que la proportion des personnes âgées mécaniquement augmente dans la population, celle des personnes les plus jeunes baisse. Et comme la démographie, c'est assez fiable, c'est-à-dire on peut pas faire des enfants qui auront 20 ans l'année prochaine, la tendance de fond est assez prévisible. La seule variable, en fait, c'est l'immigration. Alors comment explique-t-on que le taux de natalité a baissé ? Ça, les démographes là-dessus, ils sont très humbles et c'est tout à leur honneur d'être aussi humbles que ça. Mais il y a une, me semble-t-il, il y a une en France, en tout cas au début du 21e siècle. Il y a parmi la multiplicité des explications, il y en a une qui est objectivement documentée, c'est la difficulté inédite d'accès au logement des jeunes et notamment des jeunes couples. Il y a un chiffre qui résume ça, qui est qu'il faut travailler aujourd'hui 2 fois plus longtemps, 1,8 fois exactement, j'arrondis à 2 fois plus longtemps pour avoir exactement le même appartement ou la même maison qu'il y a 25 ans. Parce que les prix de l'immobilier ont augmenté 2 fois plus vite que les salaires réels en 25 ans. Et donc on voit bien que avec ça, quand vous avez 30 mètres carrés dans des métropoles, à 2 c'est déjà pas très grand, à 3 ça commence à devenir compliqué, à 4 c'est impossible, et même 60 mètres carrés à 3 ou à 4 c'est quand même compliqué. Et donc ça, pour le coup, dans les enquêtes qu'il y a, on voit qu'il y a un décalage entre le nombre d'enfants souhaités et le nombre d'enfants réels, et souvent, pas systématiquement, et encore une fois il faut être prudent parce que le désir d'enfant c'est vraiment quelque chose qui est très compliqué, mais souvent le fait de pas d'avoir une pièce en moins par rapport à la génération précédente, ça joue fortement dans l'explication du fait qu'il y a, et ça c'est pour le coup documenté objectif, encore une fois on fait à peu près 2 fois moins d'enfants qu'avant, qu'il y a un demi-siècle. Et donc dans les discussions budgétaires, on l'a encore vu dernièrement, l'idée de mettre à contribution les retraités est revenue dans le débat par la désindexation des pensions, par la fin de l'abattement de 10%. Et dans une tribune dans les Échos publiée après le vote du budget de la sécurité sociale, 5 économistes ont qualifié ce budget de plus gérotocratique que l'on ait connu ces dernières années. Est-ce que vous auriez pu signer ce texte ? Oui, parce que c'est un constat objectif lors de cette tribune à laquelle vous faites référence et que j'invite tout le monde à regarder. Elle documente en fait ce constat-là. Et là, le seul critique on pourrait faire 2 critiques par rapport à ça. C'est pas seulement celui-là, c'est-à-dire que ça fait maintenant une vingtaine d'années en fait que le poids électoral des personnes à la retraite est tel que c'est une forme de suicide électoral ou une suicide politique de demander des efforts qui sont pas compris, en tout cas. Après, les efforts compris, on peut essayer, mais les efforts qui sont pas compris, et ça, c'est arithmétique, depuis, comme les personnes à la retraite, faut avoir je vous donne quelques chiffres, 49 millions d'électeurs en France, 18 millions de retraités, les retraités votent à 80%, et c'est tout à leur honneur. C'est la partie de la population qui vote le plus. Donc ça fait 14 millions de gens, et de retraités qui votent, et comme ils votent beaucoup plus que les autres parties de la population, en gros, en ordre de grandeur, c'est un électeur sur 2. Donc, il y a une forme de droit de veto générationnel. Et si vous allez leur demander un effort, encore une fois, qui n'est pas compris, c'est une forme de suicide électoral. Donc je pense que c'est ça qui explique cette tendance à demander de plus en plus d'efforts aux gens qui travaillent, ce qui fait que, par exemple, aujourd'hui, quand vous gagnez 100 € en travaillant, vous en gardez 54. Il y a 30 ans, vous en gardiez 60. C'est ça qui fait que on est le seul pays du monde en fait, dans lequel, avec l'Italie, c'est vrai, l'un des 2 seuls pays au monde où, quand vous ne travaillez plus,
Vous avez le même niveau de vie quand vous travaillez. Et je précise juste encore une chose, ça ne s'explique pas par le niveau des cotisations. Ça, c'est un préjugé qu'on a du mal dont on a du mal à discuter collectivement. Ça ne s'explique pas par le niveau des cotisations parce que en fait, les cotisations ont doublé en l'espace d'une génération. Aujourd'hui, c'est 28% les cotisations de retraite. Il y a 50 ans, c'était 15%. Donc, si on appliquait le principe, j'ai droit à ce que j'ai cotisé, il faudrait baisser les pensions de retraite de 30%. C'est pas ça qu'il faut faire, hein, mais ce que je veux dire par là, c'est que les pensions de retraite sont beaucoup plus élevées que les cotisations qui ont été acquittées pendant la vie. On revient à la démographie. Parce que les retraités aujourd'hui ont eu en moyenne 2 fois moins d'enfants que leurs propres parents. Donc, il n'y a aucune entourloupe là-dedans, mais c'est vrai qu'il y a une situation encore une fois, de droit de veto intergénérationnel. Et cette demande d'effort qui a commencé sous François Bayrou, qui parlait des boomers qui favorisent leur confort. Si je peux me permettre, c'est-à-dire on a déjà désindexé les retraites dans les budgets 2017, 2018, 2019. Oui. Mais le Rassemblement national à l'époque n'avait pas encore identifié sa stratégie. Les retraités, c'est la dernière catégorie de la population qui lui manque pour pouvoir être élu. En 2022, si les retraités votent pas, et c'est ce qui avait fait tomber. C'est Marine Le Pen qui est élue. Elle est majoritaire déjà chez les travailleurs. Oui. Donc il lui manque une partie des retraités. Donc elle a pris la défense des retraités depuis quelques années et ça marche. C'est une stratégie électorale. Mais les efforts ont déjà été demandés, c'est ça que je veux dire. Ça a déjà été difficile, mais ils ont déjà été demandés, déjà réussi. Et c'est encore plus difficile maintenant parce que c'est un enjeu électoral encore plus important qu'il y a 5 ans. Mais objectivement, dans le débat aujourd'hui, c'est l'une des questions principales. Est-ce que vous comprenez que cela peut donner le sentiment aux retraités qu'ils sont stigmatisés ? Et quand c'est fait avec agressivité, violence, sur le mode OK boomer, bande de privilégiés, bien sûr, comment on peut ne pas ressentir ça ? Simplement, c'est pas parce que c'est dit avec agressivité sur la forme que c'est injustifié sur le fond. Et sur le fond, là, les gens ont autre chose à faire. Mais quand vous regardez les séries longues depuis la Seconde Guerre mondiale, il y a objectivement 3 faits. Il y a c'est la première fois depuis 1945 que les gens à la retraite ont le même niveau de vie que les gens qui travaillent. Point 2, les gens à la retraite, c'est 60% du patrimoine français, c'est 25% de la population, 60% du patrimoine. Ça n'est jamais arrivé au XXe siècle. Et troisièmement, les enfants des retraités sont la première génération depuis 45 qui n'améliore plus leur niveau de vie en travaillant. Donc tout ça, c'est les constats de l'INSEE. Les gens ont autre chose à faire, mais s'ils veulent prendre le temps de vérifier, ils vont sur le site de l'INSEE, ils peuvent le faire. Et donc ça, me semble-t-il, fait qu'on ne peut pas éviter une discussion qui n'était pas justifiée il y a 30 ans, qui n'était pas justifiée il y a 60 ans, mais qui est justifiée aujourd'hui, de répartition intergénérationnelle des richesses pour que les enfants des retraités ne soient pas la première génération qui vit moins bien que ses parents, et c'est le chemin qu'ils prennent. Ça, c'est pour le constat. Venons-en aux solutions. Vous avez proposé une règle d'or inscrite dans la loi, que chaque euro économisé sur les pensions de retraite se traduise par une baisse de CSG équivalente sur les revenus du travail. Concrètement, ça changerait quoi ? Concrètement, ça permettrait de répondre à l'objection légitime, me semble-t-il, de la part des personnes à la retraite qui disent « Non mais écoutez, pourquoi nous on fait des efforts, on a mérité notre retraite avec les cotisations, etc. » Bon, ça j'ai montré que non. On l'a vu. Que oui sur le principe, non sur le niveau. Deuxième objection qui est de dire « Écoutez, mais pourquoi on ferait des efforts qui vont aller alimenter la gabegie administrative ? On jette l'argent public par les fenêtres, on est suradministré, il y a trop de gens dans ceci, dans cela, trop d'agences, etc. » Donc non, faites d'abord des réformes de l'État et ensuite on fera des efforts. Ça évite de tourner en rond. C'est une objection tout à fait légitime. Mais on peut y répondre avant d'aller faire les économies, ou en même temps qu'il faut faire évidemment des économies sur notre meilleure organisation administrative en disant mais écoutez, l'argent que vous allez, qu'on va vous demander, les efforts qu'on va vous demander de faire, ils ne transiteront pas par le budget de l'État. Ils iront directement dans la poche de vos enfants et de vos petits-enfants qui travaillent, via une baisse de CSG sur les revenus du travail. Donc ça permet de répondre à cette objection et concrètement ça ferait quoi ? Ça fait que là, par exemple, cette année, on va revaloriser les retraites de 0,9%. C'est qui est l'inflation. On dit, non, on fait un effort en disant, on revalorisera pas ou seulement 0,5, mais je vais à 0, comme ça c'est plus simple. 0. Ça veut dire que dès le mois de janvier, la CSG sur les revenus d'activité, les 28 millions de gens qui bossent, 20 millions de salariés, 5 millions de fonctionnaires, 3 millions d'indépendants, ils augmenteraient de 0,9%. Et ça serait directement lié
à un effort de la génération qui est à la retraite. Et donc, il y aurait une corrélation directe entre l'augmentation du niveau de vie des travailleurs versus l'effort que font les retraités. On pourrait évidemment corréler en disant c'est pas toutes les pensions qu'on désindexe, c'est seulement une personne, etc. Mais l'idée, c'est d'avoir un nouveau contrat intergénérationnel pour qu'il y ait un rattrapage de niveau de vie de la part des actifs. Tout ça est relatif, parce que encore une fois, les gens qui travaillent aujourd'hui sont la première génération depuis 1945 qui ne vit pas mieux que ses parents pour leurs propres enfants, c'est-à-dire pour les petits-enfants des retraités. Ça sera pire parce que nous sommes désindustrialisés, nous chutons au niveau éducatif et les prélèvements obligatoires ne cessent d'augmenter. Et donc, il faut qu'on ait cette grande explication collective, je pense, entre Français et qu'on invente des mécanismes comme celui que vous venez de citer dans la tribune que j'ai écrite pour les Échos, qui sont nouveaux, pour le coup, qui n'existaient pas depuis 1945, mais qui permettent c'est un mécanisme nouveau pour une situation nouvelle. Alors, pour éviter que l'on ait cette impression qu'il faut déshabiller Pierre pour habiller Paul, est-ce que la solution n'est pas de penser un système de solidarité non plus intergénérationnel, mais intragénérationnel? Alors, oui, mais enfin, on pourrait dire que c'est un autre Pierre et un autre Paul, avec un système intragénérationnel. Mais surtout, ce qu'il faut, c'est que on se remette en mouvement, au sens on retrouve davantage de productivité, de croissance, et que donc on investisse à fond sur la réindustrialisation et l'éducation. Mais ça, à nouveau, je réponds à votre question tout de suite, mais ça, c'est-à-dire qu'on fasse augmenter la croissance et donc on fasse augmenter la part du gâteau pour pas qu'on prenne dans un gâteau fini une part de plus en plus importante à certains pour la donner à d'autres. Mais ça, à nouveau, les deux mamelles de la croissance, c'est le niveau d'éducation et l'industrie. Mais ça demande de l'argent. C'est pas que de l'argent, mais ça demande de l'argent. Et depuis 50 ans, la part de l'éducation dans le PIB, elle a pas augmenté. La part des retraites dans le PIB, elle a doublé. La part de l'éducation dans le PIB, elle a pas augmenté. C'est 7%, c'était 7% au moment du dernière année de Valéry Giscard d'Estaing. Donc on a fait des choix collectifs qu'on paye cash maintenant en termes de niveau de vie et de rapport intergénérationnel. Alors après, la question sur la solidarité intragénérationnelle, elle se pose surtout pour la prise en charge de la dépendance. Parce que le vieillissement dont on a parlé il y a quelques minutes, il pose une question financière sur les retraites. C'est-à-dire que on vit beaucoup plus longtemps avec un niveau de vie beaucoup plus élevé qu'avant, et donc ça coûte beaucoup plus d'argent qu'avant. 410 milliards d'euros par an, c'est première dépense publique française, c'est les retraites. 410 milliards d'euros, c'est 5 fois le budget de l'éducation, même pas 7 fois le budget de l'éducation nationale. Mais il y a la question de la dépendance aussi. Et ça, pour le coup, le modèle implicite, non discuté, pas assumé de financement de la dépendance, c'est la vente du patrimoine. C'est comme ça que ça fait dans les familles. Soit les enfants ont beaucoup d'argent et ils payent pour leurs parents l'EHPAD, pour être très concret, soit on liquide le patrimoine pour vendre l'EHPAD. Et ça, il faut répondre à ça, me semble-t-il, c'est-à-dire inventer un nouveau modèle de financement intragénérationnel, ou pourquoi pas avec des dimensions intergénérationnelles, mais c'est très très limité. C'est la réforme sans arrêt qui a été repoussée. Oui, parce qu'il n'y a pas de solution financière. Et que, évidemment, ça passera par une multitude de financements, mais ça passera aussi, et c'est le rôle de l'épargne faite pendant la vie, de liquidation d'une partie du patrimoine pour financer l'EHPAD. Ça peut passer aussi par une prise en charge en termes de temps. Et de soucis plus importants des grands-parents par les enfants, ou des parents par les enfants. Et peut-être qu'aussi, ça décoincerait un peu le nœud intergénérationnel, parce qu'on peut faire l'hypothèse aussi que s'il y a une crispation comme ça sur l'effort des retraités, c'est qu'ils se demandent pour leurs vieux jours si vraiment leurs enfants vont vraiment s'occuper d'eux, et donc ils gardent l'argent pour eux. Si on arrivait à décrisper ça un peu, peut-être qu'on arriverait à relancer une réflexion dont on a besoin, parce que notre situation actuelle, encore une fois, elle nous enfonce collectivement, qu'on soit vieux, jeune ou très jeune, dans la vase. Merci Antoine Fouché, ancien directeur de cabinet donc de Muriel Pénicaud, président de Quintet Conseil, et je rappelle votre livre « Sortir du travail qui ne paye plus ».